autorisé de vendre en France ou en Europe des cosmétiques que vous avez fabriqués vous-même? Si oui, sous quelles conditions exactement? Comment doit être aménagé votre local? Quelles sont vos obligations? Je vous décrypte tout ça dans un langage simple et accessible à tous. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée au moins 1500 fois en DM. J'avoue que la commercialisation de la cosmétique fait main de base n'est pas mon expertise, mais comme je sais que c'est un gros sujet pour vous, j'ai fait les recherches nécessaires. Cette vidéo peut donc vous servir de base, de résumé de tout ce qu'il y a à savoir pour bien démarrer. Toutes les sources sont en barre de description. Bon, comment vendre des cosmétiques faits main en France ou en Europe? Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première étape, la formulation. Une formule, c'est disons la recette d'un produit cosmétique. Quels ingrédients vous allez incorporer dans votre produit? Est-ce que vous allez mélanger de l'huile de coco, du beurre de karité? À quelle proportion très exactement? Dans le cas où vous allez commercialiser des cosmétiques que vous allez fabriquer vous-même, c'est vous qui allez devoir formuler. Donc, il faut de toute évidence que vous ayez des connaissances en la matière. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième étape, la mise en conformité avec la réglementation. Les formules que vous créez en point 1 doivent être testées et validées par un toxicologue reconnu dans l'Union européenne. L'objectif ici, c'est de donner des preuves que les cosmétiques que vous fabriquez sont sans danger pour le consommateur final. Et ces preuves ne peuvent être données que par des tests qui sont réalisés en laboratoire. Si vous fabriquez vos cosmétiques vous-même, vous allez probablement devoir sous-traiter ces tests-là à un laboratoire ou un cabinet de toxicologie compétent. Les tests que vous allez devoir réaliser dépendent fortement de la nature du produit que vous fabriquez, donc je ne peux pas vous dire, mais il existe plusieurs catégories. On distingue les tests concernant les caractéristiques physico-chimiques et les propriétés organoleptiques du produit, c'est-à-dire l'odeur, la couleur et est-ce que ces caractéristiques vont changer dans le temps lorsqu'on fait du produit un usage normal. Vous vous doutez que non, elles ne doivent pas changer, donc pour prouver cela, on réalise sur le produit des tests de stabilité. C'est pour attester de leur stabilité. On va porter le produit à haute température pendant un temps donné, en général 3 mois, pour voir comment est-ce qu'il évolue. On va noter la réaction à certains intervalles. Par exemple, lorsque je l'ai mis à chauffer, il était rose. Là, on est 3 semaines après, il est toujours rose. Je note dans mon cahier. Dans le cas spécifique de la mesure des caractéristiques physico-chimiques du produit, là, votre local doit être équipé. C'est-à-dire que vous pouvez devoir mesurer facilement tout ce qui est pH, évolution de la stabilité, etc. Il y a aussi le test de compatibilité. Ça, c'est la capacité du produit à garder les mêmes caractéristiques physico-chimiques lorsque je le mets dans mon pot ou dans mon flacon. Avec les tests de stabilité, on a vérifié que lorsque je mets mon produit sous stress, je vois que la couleur ne change pas, l'odeur c'est bon, etc. Mais qu'est-ce qui me dit que lorsque je vais le mettre dans le flacon ou dans le pot, c'est-à-dire dans le contenant, ça ne va pas changer? Est-ce que ça ne va pas réagir, je ne sais pas, avec peut-être le plastique du contenant pour me donner autre chose? Il faut que je vérifie cela. Le test de compatibilité est en fait un test de stabilité, mais dans l'emballage en question. On distingue les tests qui concernent les qualités microbiologiques du produit. Là, on va considérer le challenge test. Il sert à tester le conservateur et voir s'il est suffisamment efficace. On va venir inoculer une quantité connue de micro-organismes dans le produit et voir comment ils réagissent. Si vous revenez le lendemain et que vous voyez qu'il y a 2 fois plus de microbes que vous n'en aviez mis, là, il y a un problème. Ça veut dire que votre conservateur là, il n'est pas suffisamment efficace puisque les microbes continuent de faire leur vie tranquillement alors qu'ils sont censés être détruits. C'est comme si vous alliez pulvériser dans une pièce de l'insecticide et 2 heures après vous revenez, les insectes continuent de voler comme si de rien n'était. Ça veut dire que votre insecticide, il n'est pas efficace. Si votre conservateur n'est pas efficace, c'est une mise en danger du consommateur et une mise en danger de votre business. Parce que imaginez acheter une crème visage par exemple. Vous l'utilisez pendant 3 semaines après et là vous voyez qu'il y a des champignons qui commencent à pousser tout au-dessus du pot. Peut-être parce que vos mains n'étaient pas tout le temps suffisamment propres lorsque vous les mettiez dans le pot. Qu'est-ce que vous allez penser de la marque? Et même vous, pour votre santé, vous allez avoir peur. Donc c'est pas bon. Il y a les tests qui concernent le profil toxicologique de vos produits cosmétiques. Par exemple, le patch test, irritation oculaire, métaux lourds, etc. On va voir les substances qu'il y a dans le produit et est-ce qu'elles sont susceptibles d'irriter la peau, les yeux, etc. Le résultat de tous vos tests ainsi que les informations du toxicologue qui s'est appuyé sur ces tests-là pour approuver vos produits, pour les valider, doit figurer dans un dossier qu'on appelle le dossier information produit, le DIP. On y retrouvera d'autres informations comme comment utiliser le produit, quels sont les risques d'utilisation éventuels, des informations sur les matières premières également. Parce que attention, il faut également collecter des informations précises chez les fournisseurs de vos matières premières.
les ingrédients qui vont entrer dans la composition de votre produit, votre beurre de karité, huile de coco, l'émulsifiant, le conservateur, etc. J'ai fait un gros dossier sur la constitution du dip et les informations qui doivent y figurer dans cette vidéo. Donc je ne vais pas tout redétailler ici, mais surtout n'hésitez pas à aller la voir ensuite, ça pourrait vous être utile. Troisième étape, la fabrication. Jusque-là, les informations que je donnais étaient plutôt similaires à de la fabrication cosmétique en laboratoire. C'est à partir de maintenant qu'on va constater des différences avec la production artisanale. Si vous souhaitez commercialiser des cosmétiques que vous fabriquez vous-même, votre local de fabrication, c'est-à-dire l'endroit où vous faites ces cosmétiques-là, doit également respecter certaines normes. Et parmi ces normes, on distingue notamment des normes qui concernent la ventilation. Selon la norme ISO 22716, il convient que la ventilation soit suffisante pour les opérations de production prévues. Alternativement, il convient que des mesures spécifiques soient prises pour protéger le produit. En gros, la réglementation n'exige pas de vous d'installer un système de traitement d'air spécifique, mais il faut que la ventilation qu'il y a dans votre local soit suffisante pour protéger vos produits. Si vous savez que les produits que vous vendez sont sensibles à l'humidité, vous devez faire le nécessaire pour favoriser l'aération dans le local. Si vous constatez que le passage de l'air dans votre local là, il n'est pas suffisant, alors vous devez prendre d'autres mesures de protection spécifiques à votre activité. Et il en va de même pour le contrôle de la température. Imaginons que vous soyez un fabricant de baumes pour le corps. Ce sont des produits qui sont sensibles à la température. Ce sont des produits qui peuvent se détériorer s'il fait trop chaud. Donc vous devez construire, vous devez aménager votre local de sorte à assurer le maintien de vos produits finis, mais également de vos matières premières qui pourraient être sensibles. L'hygiène. Le nettoyage est défini comme toute opération assurant un niveau de propreté et d'aspect consistant à séparer et à éliminer d'une surface les salissures généralement visibles par la combinaison de facteurs en proportion variable tels que action chimique, action mécanique, température, durée d'application. Autrement dit, nettoyer, ça veut dire éliminer les saletés visibles. Ça peut se faire par des produits qui ont une action mécanique, chimique, en rapport avec la température d'action ou la durée d'application. Il convient que les agents de nettoyage et, si nécessaire, de désinfection à utiliser soient spécifiques et efficaces. Ça veut dire que vos agents de nettoyage là, ils doivent être identifiés et ils doivent faire le taf. On nous dit aussi, il convient qu'un programme de protection contre les parasites approprié aux locaux soit mis en œuvre. Donc là, c'est plutôt clair, je pense que vous devez protéger votre local contre l'invasion potentielle des parasites. Toujours en rapport avec l'hygiène, il convient que des toilettes et des sanitaires propres et adaptés soient mis à disposition du personnel. Il convient que les toilettes et les sanitaires soient différenciés des zones de production tout en restant accessibles. Si nécessaire, il convient que les locaux adéquats permettant de se doucher et de se changer soient prévus. Vous devez prévoir des toilettes séparées des zones de production. Si vous manipulez des substances qui le requièrent, vous devez penser à l'installation de douches et de vestiaires pour se changer. Les normes vont aussi concerner le rangement des articles, produits finis et matières premières et stockage de vos produits finis. Vous devez bien étiqueter et aménager votre local de sorte à éviter la contamination ou le mélange entre deux produits qui n'auraient rien à voir l'un avec l'autre. Si vous êtes à un stade avancé de votre projet et que vous avez vraiment besoin de savoir avec exactitude tout ce que dit la norme ISO 22716, vous pouvez l'acheter. Après, elle n'est pas dans un langage forcément simple. Olivia Paul, qui est consultante en formulation et réglementation cosmétique, nous expliquait en live qu'on pouvait également se procurer un résumé plus facile à lire auprès de la Cosmed. Donc, je vous mets les liens en description. J'ai nommé le point 4, la responsabilité. Beaucoup disent vouloir commercialiser des cosmétiques qu'ils auraient fabriqués eux-mêmes, mais en fait, en France ou en Union européenne, tout le monde n'est pas autorisé à fabriquer des cosmétiques dans un but commercial. Il convient de désigner une ou plusieurs personnes qui seront en charge de la fabrication, du conditionnement, des contrôles qualité. Et pour être autorisé à porter cette responsabilité, vous devez avoir obligatoirement un minimum d'un bac+3 en sciences, biochimie, chimie, biologie. Il convient de désigner quelqu'un en charge de l'importation, un responsable des stocks de matières premières et des stocks de produits finis. Et cette personne doit avoir au minimum un bac sciences et technologies de laboratoire ou alors un brevet professionnel préparateur en pharmacie. Une personne en charge de l'évaluation de la sécurité des produits finis. Bon, là, c'est pas vous qui allez le faire. Je vous renvoie en point 2 sur la réglementation. C'est un toxicologue reconnu dans l'Union européenne qui va dire que votre produit est sans danger pour le consommateur. Cinquième étape, la commercialisation. Là, que vous fabriquiez vous-même ou non, les normes européennes ne s'arrêtent pas à la fabrication. Les normes européennes ne s'arrêtent jamais. Jusqu'au stade de la commercialisation, vous avez des règles à respecter, notamment sur l'étiquetage et sur les allégations. Les allégations, ce sont les propriétés que vous allez conférer à votre produit cosmétique. J'en parle de façon détaillée dans ces vidéos. Il y a un point qui est revenu quelques fois suite au live avec les experts, c'est finalement en France, est-ce qu'on peut créer sa marque de cosmétique lorsqu'on n'est pas issu du milieu scientifique? La réponse est oui, vous pouvez créer votre marque de cosmétique en France
peu importe votre milieu professionnel d'origine, mais à condition de vous faire accompagner par les bonnes personnes. J'ai interviewé en live Carole qui a fondé la marque de cosmétiques Nia Paris. Carole, à la base, vient du milieu du marketing. J'ai interviewé Adé qui a créé la marque de maquillage PLS Cosmetics. Adé, à la base, vient du monde de la finance. Et je connais personnellement d'autres créateurs comme ça qui ont créé de très belles marques, qui marchent bien, mais qui ne sont pas issus du monde de la cosmétique au départ ou du monde scientifique de façon générale. Donc, il ne faut pas avoir peur des termes, des règles, etc. C'est compliqué, oui, ce n'est pas facile, mais vous pouvez le faire, c'est possible. Mais attention, si on parle du domaine spécifique de la cosmétique FEMA, si vous n'y connaissez rien, surtout à la formulation, si vous ne savez pas, ne vous y aventurez pas, vous allez rajouter des problèmes à vos problèmes. L'entrepreneuriat, c'est déjà un parcours semé d'embûches. Il ne faut pas que vous rajoutiez des obstacles pour rien. Comme vous l'avez vu, pour être autorisé à le faire, on vous demande même des diplômes. Donc, si vous voulez vraiment lancer votre marque de cosmétiques maintenant, mais que votre vision, c'est qu'elle soit faite à la main, vous pouvez peut-être démarrer par sous-traiter la fabrication d'abord à un laboratoire et dans le même temps, vous vous formez sur ce qu'il y a à faire, sur la réglementation, sur la formulation. Aussi, vous gagnez en expérience et plus tard, dans un deuxième temps de votre projet, là, vous changez de stratégie, vous pivotez, vous dites, bah maintenant, mes cosmétiques, c'est moi qui les fais moi-même. Mais cela suppose que vous vous êtes formé entre-temps. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres vidéos de ce type. Mercredi prochain, on va parler de comment surmonter les obstacles en entrepreneuriat et ne pas se décourager en cours de route ou alors finir en dépression. Donc d'ici là, je vous dis à dans quelques jours. Ciao!